Voilà, après cette annonce, nous voici de retour dans ces chroniques de la vieille Europe. Et le miracle est arrivé, notre invité arrive dans le studio. Et effectivement, pour parler de cette question plus que sulfureuse qui est de savoir si les races existent-elles, nous avons décidé de donner la parole à Michel Drac, qui a écrit il y a maintenant, depuis 2009, un petit livre qui s'appelle La question raciale. Alors, Michel Drac, premièrement, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous ai invité parce que depuis 2009, je pense que vous n'avez pas eu de procès, donc je me suis dit, le livre, c'est bon, on peut le faire passer à l'antenne, il n'y aura pas de problème. A priori, il n'y a pas de raison pour qu'il y en ait, de toute façon. Alors, qu'est-ce qui vous a pris à faire un livre sur la question raciale? C'est le sujet, on vous connaissait pour vos livres sur la crise. Là, c'est le sujet sulfureux, c'est le sujet casse-gueule. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... à l'époque, j'étais membre de l'association d'Alain Soral, Égalité et Réconciliation, et j'ai eu une discussion avec un camarade qui était membre du bloc identitaire. Je me suis rendu compte dans le fil de la discussion qu'il allait être très difficile d'avoir un dialogue sain dans la mesure où nous employons tous des mots biaisés. Et que, en fait, la véritable question raciale, en quelque sorte, était devenue inaudible parce que informulable. Donc je me suis dit, on va essayer de poser la question. C'est l'enjeu du livre. Et la première chose à faire, évidemment, c'est de poser les concepts. Alors, dans un premier temps, vous expliquez que dans l'histoire des hommes, la race fut considérée comme un fait un peu structurant du fait social, mais qu'il n'y avait rien de scientifique dans tout ça. Alors, en fait, je crois que la première chose qu'il faut comprendre, c'est que les mots, évidemment, ont un sens en fonction du contexte dans lequel on les insère. C'est-à-dire que vous pouvez trouver le mot race dans des textes antérieurs à la modernité, mais en fait, ce mot n'a forcément pas du tout le même sens que celui que nous lui donnons aujourd'hui, parce que le sens du mot race tel que nous tel que nous le percevons instinctivement, je dirais, aujourd'hui, est inséparable du contexte créé par l'individualisme. Dans les sociétés traditionnelles, la brique de base de la société n'est pas l'individu. Dans les sociétés traditionnelles, la brique de base de la société est généralement la famille. Alors il existe là de multiples modèles, mais ils ont finalement tous la même finalité, faire en sorte que la brique de base de la société soit quelque chose qui va durer, qui n'a en tout cas pas de fin programmée inéluctable. C'est la raison pour laquelle, dans la plupart des sociétés traditionnelles, des choses qui nous paraissent à nous scandaleuses paraissent tout à fait normales, et des choses qui, inversement, paraîtraient à ces gens-là tout à fait normales, nous paraissent tout à fait scandaleuses. Depuis la Révolution française en France, il est acquis qu'il est finalement d'une certaine façon scandaleux qu'un fils d'aristocrate hérite d'une position sociale, finalement, effectivement, au regard des catégories définies par la République française, sans le mérite qui va avec. Mais dans des sociétés traditionnelles, c'est normal, parce que ce qui serait scandaleux, ça serait de dépouiller la lignée aristocratique en question de son patrimoine, car le patrimoine n'est pas compris comme étant quelque chose qui appartient à un individu, c'est de toute façon quelque chose qui appartient à une lignée. Dans les sociétés traditionnelles européennes, ça fonctionne comme ça. Il existe des variantes dans d'autres sociétés, par exemple, dans certains modèles familiaux africains, on ne peut pas travailler comme ça parce qu'il n'y a même pas de lignée, en quelque sorte, ils n'ont pas le concept. Ouais. Et donc là, à ce moment-là, la propriété va être clanique ou tribale. Bon, mais c'est toujours le même principe. Pour ces gens-là, le point de départ de la société, c'est cet élément pérenne qui est construit par une succession ou une communauté d'individus. Succession et communauté d'ailleurs qui fusionnent d'une certaine façon, puisque la famille est une communauté des morts et des vivants. C'est compris comme ça. Dans de telles sociétés,
Que veut dire le mot race? Il évoque quelque chose de directement biologique. Il évoque un concept, si vous voulez, qui n'est pas simplement opératoire. C'est un concept qui est induit en quelque sorte par l'observation directe du réel et la réalité des pratiques sociales. Et il n'y a pas à ce moment-là à arbitrer en quelque sorte entre une exigence d'égalité des individus et une exigence de prise en compte de la dimension structurante raciale du fait social. C'est la même chose. Enfin, d'une certaine façon, l'individu étant directement et totalement socialisé à travers la lignée à laquelle il appartient, quand on parle de mot race dans les sociétés traditionnelles, on parle en quelque sorte de quelque chose qui est, pour ces gens-là, aussi immédiatement et directement, intuitivement compréhensible que pour nous, la notion d'individu. Et à la limite, si on était, par hypothèse, capable de retourner au Xe ou au XIe siècle, et qu'on aille employer le concept d'individu, je ne sais pas si on nous comprendrait. On verrait. Oui, d'accord. Un individu, 2 jambes, un torse, 2 bras, une tête. D'accord. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? C'est une cellule sociale. Ça veut dire quoi? Non, on comprendrait pas. Bon. Aujourd'hui, la race, le concept de race, est devenu par nature dérangeant. Parce que effectivement, dans une société qui est une société des individus, en tout cas qui se veut une société des individus, si l'on admet par hypothèse qu'on peut construire une société des individus, ça reste à démontrer, mais si on l'admet. Dans cette société-là, la race est quelque chose qui vient perturber les systèmes de catégorisation, de hiérarchisation, de classification de la société des individus. Bon, comment se fait-il que ce monsieur bénéficie d'un traitement de faveur ou de défaveur par rapport à ce monsieur ou par rapport à cette dame, sous prétexte que il serait le fils ou la fille de truc ou de bidule? Ça n'est pas logique dans un système qui se veut indifférenciant des individus, au moins pour pouvoir construire les bases ensuite des interactions qui vont leur permettre de se différencier, mais toujours à partir du cadre individuel, du cadre de pensée induit par l'individualisme. Alors, ça veut dire que tout simplement, aujourd'hui, quand nous employons le mot race, nous sommes amenés forcément à être mal à l'aise. Et en fait, tout le monde l'est. C'est-à-dire que, ça c'est une chose que souvent on ne perçoit pas bien. En fait, l'usage du mot de race aujourd'hui est truqué, malsain, biaisé, souvent hypocrite, très souvent empreint d'une sorte de naïveté inconsciente, y compris par ceux qui se réclament de la défense de ce concept. Parce que nous avons beau faire, nous avons beau dire, nous sommes des modernes. Nous pensons malgré nous dans les catégories de l'individu. Je connais beaucoup d'amis qui essayent de toute leur force de sortir du conditionnement de la société individualiste, car la notion d'individualisme renvoie en fait implicitement à un conditionnement. Ils essayent, leurs efforts sont très louables, mais en fait on voit bien qu'ils ne peuvent pas. Je connais des vieux païens qui voudraient penser comme les héros d'Homère, mais ça n'est pas possible. Et tout simplement, ils ne... Voilà, ça n'est pas possible parce que ils vont lire l'Iliade un peu, si vous voulez, comme Hollywood la met en scène, comme une épopée des individus. Mais non. Et non. Parce que le rapport qu'ils ont à la nature est fondé sur l'observation du pouvoir de la technique, derrière laquelle il y a l'idée que l'individu peut s'émanciper de l'ordre naturel. Et ils ont beau faire, ils ne peuvent pas se le retirer de la tête. Moi non plus, personne. Vous sortez dans la rue, vous vous promenez dans Paris une demi-heure, l'homme a éradiqué la nature. Donc à partir de là, étant donné le spectacle extraordinaire du pouvoir de la technique, l'individu peut croire, effectivement, et il le croit spontanément, qu'il est une totalité en quelque sorte en lui-même. Donc, même ceux qui essayent de défendre ce concept, par la force des choses, en ont une vision biaisée, et souvent, c'est la raison pour laquelle leur pensée
est infiltré en quelque sorte par des virus qui ont été conçus à différentes étapes de l'élaboration de la société moderne et qui ont été conçus pour rendre possible ces étapes successives. Quand vous parce que en fait c'est au début de la Révolution française, c'est-à-dire le jour où on décide effectivement de mettre l'individu égal, que c'est en Allemagne qu'on va. Alors c'est le fait de l'évolution de la société, c'est pas contre la Révolution française, que c'est en Allemagne que on va parler d'une race. Oui. Cette fois-ci, la couleur de la peau, et c'est-à-dire que tous ces individus de même race sont égaux. Exactement. En fait, l'émergence du racisme se fait progressivement. Bon, je n'ai pas tout dit dans le livre parce que c'était pas la peine, si vous voulez, pour la formulation de la thèse. Mais je me suis rendu compte, en étudiant un peu les textes, que ça se fait progressivement, à peu près, en fait, au rythme où les cultures sont placées devant le spectacle du pouvoir de la technique, devant l'hypothèse de la spéculation libératrice en elle-même, d'une certaine façon, et devant la prise de conscience d'un différentiel dans la capacité des sociétés, des groupes à activer ces leviers, différentiel qui est étroitement lié au niveau de développement culturel tel que nous entendons le terme aujourd'hui, d'une façon ethnocentrée d'une certaine façon. Je crois que le tout début, ça se situe en fait dans le monde juif. Les Juifs avaient, historiquement c'est vrai, il y a quelques siècles, une certaine avance culturelle, et on trouve déjà chez Maïmonide les premiers signes de cette conception hiérarchisante qui, inconsciemment, parce qu'elle se met à penser dans les termes de l'individualisme, bien qu'elle-même ne le voit pas, ne comprenne pas, commence à chercher des instruments de racialisation extérieurs à la réalité biologique et sociale immédiatement et directement perceptible. Et ça va donner effectivement le tout début de la du mépris institutionnalisé sur la base de l'idée qu'il existerait une voie du progrès, une voie du développement. Alors, à l'époque, ça se passe surtout au niveau intellectuel, parce que ce sont les intellectuels qui ont été les premiers à sortir de la perception directe du réel, forcément. En fait, on commence à émerger à ce moment-là l'idée que, même si évidemment les gens de l'époque l'auraient pas dit comme ça, le basculement de ce que le sociologue canadien Marshall McLuhan appelait l'homme auditif tactile, c'est-à-dire l'homme d'avant la modernité, qui ne cartographie pas son environnement parce qu'il pense d'abord en fonction du sens de l'ouïe, parce qu'il est dans une tradition de l'oralité. Or, quand vous êtes dans l'oralité, dans l'ouïe, vous ne cartographiez pas, vous n'avez pas ce rapport froid, pré-scientifique en tout cas, on va dire, que donne un style de pensée dominé par la vue et qui est lié au développement de l'alphabétisation massive et au développement de ce que Marshall McLuhan a appelé l'homme visuel typographique. Déjà, c'est présent. Dès Maïmonide, déjà, ça commence à venir. Enfin, c'est quand même très éloigné encore des conceptions qui vont se former finalement et qui se forment au XVIIIe siècle. Alors, je crois que la façon la plus simple de les résumer, c'est de dire qu'au départ, ce qu'il y a, c'est quelqu'un, par exemple, comme Voltaire, qui défend la liberté. Mais alors, il a une conception de la liberté qui n'a rien à voir avec celle qu'on nous vend aujourd'hui. Vous avez des gens qui vous expliquent que la société d'aujourd'hui, c'est l'accomplissement du rêve de Voltaire, c'est une plaisanterie. Avec la fameuse phrase qui est totalement fausse, qu'il n'a jamais dite, je me défendrai, même si vous défendrez vos idées. Voilà, oui. C'est de la propagande. C'est de la propagande, surtout quand on sait comment il s'est comporté lui-même. Bon. La conception de Voltaire, je crois que c'est lui qui a écrit à propos de la liberté, mais il n'est pas question de dispenser nos laquais d'aller à la messe. Donc c'est une stratégie de classe. En fait, c'est l'émergence du capitalisme qui se passe à peu près en même temps que le basculement dans la modernité, que l'évolution de l'homme auditif tactile vers l'homme visuel typographique. C'est cette émergence d'un ordre social fondé sur tout simplement l'extorsion de la plus-value, pour dire les choses simplement, qui va créer l'appel d'air en quelque sorte pour fabriquer une idéologie justificatrice
de l'exploitation des uns par les autres. Parce que si vous êtes dans un système qui se veut individualiste, qui prépare en tout cas l'émergence de l'individu, la reconnaissance de l'individu comme brique de base du social, comment vous faites pour justifier que vous mettez les Noirs en esclavage? Il y a un problème. Bon, la solution, c'est de dire, non mais bon, écoutez, les individus, oui, mais alors on va classifier, on va quand même faire de l'ordre. Donc, il va y avoir, c'est la première étape, ceux qui ont droit à la liberté, des gens comme Voltaire, et ceux qui ont droit à leur ration de maïs dans les plantations. Comme ça, tout le monde a ses droits. Déjà, c'était la logique, en fait. Ouais. Bon. Et puis, ça se formalise pas vraiment comme ça en France, parce que la France a sa culture, elle a sa tradition, elle a surtout le poids particulier qui a pris du fait des structures de propriété et des modèles familiaux que ça impliquait, une sorte de valorisation de l'égalité très forte, systématique. On peut lire Emmanuel Todd là-dessus, par exemple, il a écrit des choses à mon avis très justes. Et donc, cette sensibilité existe, elle prend forme en France, déjà, au XVIIIe siècle, mais elle ne se formalise pas. C'est en Allemagne qu'elle va se formaliser, et elle se formalise en Allemagne parce que là, l'appel d'air idéologique est probablement au départ moins fort. Parce que l'Allemagne, à l'époque, sur le plan de l'évolution anthropologique, a du retard par rapport à la France. La montée en puissance du capitalisme, qui est déjà bien entamée en fait au XVIIIe siècle, c'est pas un capitalisme industriel. À l'époque, il n'y a pas de révolution industrielle, mais c'est déjà un capitalisme marchand. Cette montée en puissance ne se passe pas du tout de la même façon ni au même rythme en Allemagne. Elle s'insère plus facilement dans les cadres sociaux parce que ce sont des cultures déjà qui ont été marquées par le protestantisme. Bon, on peut voir le protestantisme comme une tentative, si vous voulez, pour faire survivre le christianisme à travers la modernité. Donc il y a un certain nombre de heurts, de clashs qui se produisent pas en Allemagne. Donc il n'y a pas le même appel d'air idéologique jusqu'à la Révolution française. Mais à la Révolution française, effectivement, à ce moment-là, la France va formuler le projet égalitaire induit par la révolution individualiste quand on la pense à la façon française. Et très clairement, quand on regarde le calendrier, c'est ce qui va amener l'Allemagne à formuler un projet inégalitaire dans le cadre individualiste, par réaction. Donc ça commence effectivement avec un naturaliste, enfin je crois qu'on peut dire, je suis pas sûr, j'ai pas lu tous les écrits allemands de l'époque, vous pensez bien. Je crois que ça commence vraiment avec un naturaliste qui s'appelle Blumenbach, qui est le premier, à ma connaissance, à avoir développé un regard froid, scientifique, visuel, typographique, sur ce qu'il a appelé la race. Et effectivement, ce regard-là, qui ne perçoit plus les réalités charnelles, réelles, même s'il se donne l'impression d'être dans le charnel, en fait il n'y est pas, ce regard-là va catégoriser sur un système de critères. Bon, comment va faire Blumenbach ? Il va décider, en gros, que il y a les blancs, les noirs, les jaunes, et puis des sous-groupes à l'intérieur. Et on commence comme ça à mettre dans les cases ces individus qu'on a besoin de libérer jusqu'à un certain point pour faire fonctionner le système qui est en train de s'édifier, mais pas au-delà de ce point. Voilà. Alors on va avancer. Le premier qui va être connu par les auditeurs de Radio Courtoisie, parce qu'on en a beaucoup parlé, c'est un grand écrivain, c'est Arthur Gobineau. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous dites, en fait, on n'a pas beaucoup compris ce qu'a voulu dire et écrit Gobineau sur on l'a montré un peu comme un scientifique, ce qu'il n'était pas. Et alors, vous avez une vision, et c'est vrai qu'au départ, c'est étonnant, vous comparez son œuvre au film de Lucchino Visconti, Le Guépard. C'est surprenant, mais c'est vrai que c'est quand même convaincant. Qu'est-ce que vous voulez montrer par là ? En fait, je crois que Gobineau est très maltraité. Il est victime d'une erreur de perspective. Bon, sur le plan caractérologique, c'était probablement un rêveur, un sentimental. Donc il ne faut pas prendre son œuvre pour ce qu'elle se donne parfois. Quand les rêveurs sentimentaux affectent la rigueur scientifique, ils ne font que l'affecter. Fondamentalement, chez Gobineau,
comme chez la plupart des gens, mais peut-être un peu plus que chez la plupart des gens, les opinions ne sont que le masque des sentiments, et même dans son cas, je crois un petit peu déjà des ressentiments. C'est un aristocrate, il vient du monde aristocratique, il a, sinon les valeurs de ce monde, au moins la nostalgie de ces valeurs. Et il n'ose pas s'avouer à lui-même, je crois qu'il est en voie de déclassement. Il n'ose pas s'avouer à lui-même que son monde meurt. Alors il cherche à tâtons à fabriquer ce qu'on appelle en psychanalyse, si ma mémoire est bonne, un récit de rationalisation, si vous voulez. C'est-à-dire, vous avez quelque chose dans votre vie, dans votre parcours qui est inassumable, donc vous le re-racontez de telle sorte que ça devienne assumable. En fait, à mon avis, ce qu'il n'ose pas assumer, c'est qu'il est à peu près dans la posture du comte, je ne sais plus comment il s'appelle dans Le Guépard, qui est obligé de vendre sa fille à une espèce de margoulin abominable. Ouais. Alors on va aller inventer des instruments d'anoblissement artificiel de ce qui ne l'est pas. On va dire parce que il y a je sais pas 1000 ans, c'est les races ariennes qui ont civilisé la Chine. Alors c'est pas grave si je vends. Enfin, ce qu'il faut comprendre derrière, c'est pas grave si je vends ma fille à un margoulin parce que c'est un margoulin arien. Ouais. Ouais, bon, c'est mon interprétation. Et en fait, le comte de Gobineau se retrouve dans cette situation où il appartient à un ancien monde, et dans ce monde moderne qu'on a expliqué, il n'est plus rien. Je ne me souviens plus exactement de son parcours, je l'avais étudié en écrivant le bouquin, mais sur le plan social, il n'a pas une position élevée. Et donc c'est là qu'il s'invente en fait je crois ces écrits. C'est assez intéressant parce que c'est vrai que le comte de Gobineau c'est un peu à la Céline, c'est-à-dire qu'il y a l'homme des Pléiades qu'on trouvait extraordinaire, et puis il y a son essai qui effectivement est considéré comme une chose. C'est en train de revenir. Une horreur totale. Il a été édité en Pléiade. Réédité, oui. Réédité en Pléiade récemment chez Gallimard. Il y a eu quelques tentatives un petit peu de présenter en tout cas son vrai visage, qui n'était pas celui effectivement de cette caricature qu'on a pu en faire. Oui, non, dans le système actuel, chaque étape dans ce processus se construit sur la démonisation de l'étape précédente. Parce que chaque étape va un petit peu plus loin dans l'émancipation des individus. Et il y a forcément un moment où il faut démolir le cadre idéologique artificiel qui a été fabriqué pour le compromis précédent. Donc le compromis précédent devient le mal. Alors on arrive bien sûr au prochain, c'est Chamberlain. Alors soyons clairs, pour vous les théories de Chamberlain sont complètement fantaisistes, mais ce qui est intéressant, et on retrouve ce que vous expliquiez dans le cas de Gobineau, mais là on est peut-être dans une structure peut-être beaucoup plus industrielle, c'est que les thèses de Chamberlain, elles arrivent au bon moment pour une partie de la société industrielle, et c'est quelque part un moyen, vous expliquer, d'une rivalité du monde allemand par rapport à un monde judéo-chrétien qui tient les manettes. On retrouve là cette Allemagne qui, elle, a pris du retard sur le monde anglo-saxon, enfin le monde anglais, et même le monde américain, parce que la banque déjà commence à être les maîtres du monde à ce niveau-là, quoi. Alors, Chamberlain arrive à ce moment-là. Oui. Alors là, je vais bien tourner ma langue dans la bouche avant de parler, par contre, parce que là, il faut faire attention. Dans le bouquin, c'est clair. C'est vrai que je comprends que ça va pas être évident de reprendre. Allez-y. En fait, je ne crois pas que Chamberlain... lui aussi il est dans le même état que Gobineau, c'est-à-dire que lui aussi il n'est pas malhonnête, il faut bien le comprendre, mais effectivement il va formuler des thèses autour de la question raciale
derrière lesquels il y a la construction plus ou moins inconsciente d'un édifice de justification. Alors, dans son cas, non pas du capitalisme et de l'individualisme tel qu'il fonctionne en Occident, mais de ce qu'il voudrait que devienne un capitalisme qui est en train de se dresser à ce moment-là en rival potentiel du capitalisme anglo-saxon, et qui est le capitalisme allemand. Donc c'est un peu différent de Gobineau, puisque lui, il n'est pas dans le sentimentalisme passif, en quelque sorte. C'est quelqu'un qui veut faire changer les choses, réellement. Et il va donc bâtir un cadre idéologique qui va utiliser, entre autres, les notions de race pour opérer cette transformation. Alors, c'est là qu'il faut bien tourner sa langue dans sa bouche. À cette époque-là, il se passe un phénomène dans le capitalisme anglo-saxon, dont d'ailleurs Chamberlain parle explicitement dans son livre La genèse du... J'ai oublié le titre, ça fait longtemps que je l'avoue que j'ai pas... La genèse du 19e siècle. La genèse du 19e siècle. Voilà, vous le mettez en bibliographie à la fin de votre ouvrage. Il en parle explicitement, et ce phénomène, c'est tout simplement que, pour dire les choses simplement, le système capitaliste anglo-saxon assiste en interne à la montée d'un certain nombre de familles, de réseaux, qui sont des familles et des réseaux essentiellement juifs. Bon. Il y a les Rothschild, il y en a d'autres aussi. Les plus connus sont les Rothschild. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au-delà de tous les blablas idéologiques sur la libération des individus, sur l'égalité ou l'inégalité des races, dans toutes les sociétés, par la force des choses, la réalité du problème, quand on monte au niveau des classes supérieures, c'est garder le pouvoir. Par la force des choses. Oui. Or, le pouvoir, ça s'enracine en réalité dans le sang. Parce que pour qu'il y ait pouvoir, il faut qu'il y ait richesse, il faut qu'il y ait richesse considérable, il faut qu'il y ait richesse stable, il faut qu'il y ait richesse dont les gestionnaires peuvent planifier à très long terme. Ce ne sont pas des individus qui font ça. Ce sont des lignées. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la dynamique de la montée en puissance de l'individualisme, commencée, on va dire, à l'époque de la Réforme, poursuivie dans la Révolution française, accélérée au moment de l'émergence de l'industrialisme au XIXe siècle, cette dynamique qui pousse à individualiser toujours plus l'essentiel de la population peut être captée par des groupes qui la pilotent au lieu de la subir. Si vous avez une famille qui reste profondément ancrée dans le sang, dans la capacité à structurer une vision du monde autour de la lignée, donc au-delà de l'individu, au-delà de sa mortalité. Et tout autour, un monde atomisé d'individus, mécaniquement, cette famille va prendre et garder le pouvoir. C'est automatique. Oui, ça me paraît logique. Bon. Il se trouve qu'au XIXe siècle, Chamberlain est bien obligé de constater que les familles qui ont la plus grande capacité, elles, à se vacciner en quelque sorte contre les virus répandus par la modernité, mais aussi la plus grande capacité à les injecter, si c'est nécessaire, ou à les faire muter, eh bien ces familles sont souvent des familles juives. En réalité, c'est une nouvelle aristocratie qui émerge. Il se trouve que cette aristocratie est, pas totalement, mais en grande partie juive. Ça ne plaît pas à tout le monde, et en particulier aux autres candidats au poste. Ouais. Hein, ça fait un peu un fauteuil pour deux, tout ça, parce que bon... il y a d'autres gens qui ont un peu les mêmes projets, qui ont un petit peu le même positionnement, qui sont donc amenés un petit peu à être entraînés dans les mêmes dynamiques. Entre autres, une partie de l'aristocratie britannique. Et alors, à ce moment-là, cette partie de l'aristocratie britannique qui commence à être un petit peu inquiète de la montée de cette aristocratie juive,
voit émerger un capitalisme industriel qui lui, de par sa nature, si vous voulez, n'est pas susceptible d'être capté par ces dynasties juives. La force de ces dynasties, les Rothschild, les Warburg, les Oppenheimer, ce genre de famille, la force de ces dynasties, c'est le commerce. C'est tout simplement que leur mode de fonctionnement interne est parfaitement adapté à une société régie par l'argent. Ils ont muté. C'est d'ailleurs en cela que les antisémites, à mon avis, sont totalement dans l'erreur, parce que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'ils n'ont pas affaire à des juifs. Quand ils parlent des Rothschild, des Warburg ou de ces gens-là, c'est un juif médiéval, probablement, disons antérieur au XIIIe siècle, n'aurait pas compris de quoi on lui parlait. C'est tout à fait différent. Ils ont affaire à des gens qui ont muté, qui ont développé en quelque sorte des capacités adaptatives extraordinaires qui leur donnent des capacités de prédation exceptionnelles. Mais ça marche dans le monde du commerce. Ça marche dans le monde de la spéculation, dans les deux sens du terme d'ailleurs. Dans le monde de l'industrie, dans le monde de l'action sur la matière, là, si vous voulez, la spéculation, c'est pas forcément l'essentiel, quoi. Je veux dire, les lois de la thermodynamique refusent de se plier aux manipulations des spéculateurs. C'est comme ça. Et dans ce monde-là, effectivement, on peut imaginer qu'une autre bourgeoisie, qui est beaucoup plus mise sous contrôle par une aristocratie prussienne, qui reste à ce moment-là en place, va développer un pôle de puissance capable de battre en brèche ce capitalisme anglo-saxon qui est en train d'émerger à ce moment-là, qui est purement thalasocratique, essentiellement marchand, même si évidemment il y a une base industrielle derrière, mais la dynamique est marchande. Pourquoi pas ? Et à mon avis, c'est comme ça qu'il faut lire Houston Chamberlain, et surtout qu'il faut lire le fait qu'il ait été élu. Parce que normalement, bon, ça que Houston Chamberlain s'excite dans son coin en parlant tout ce qu'il voudra sur le plan des grandes théories raciales, c'est bien s'il veut, mais bon, normalement ça reste dans des petits milieux, qui aiment bien un petit peu fantasmer. Vous le dites, il aurait écrit ça il y a un siècle avant, personne n'aurait jamais entendu parler de son livre. On l'aurait pris pour un fou, je pense, ou à peu près. C'est vraiment parce qu'il arrive à un moment clé. Il arrive au bon moment. L'Allemagne à ce moment-là est en train de bénéficier fondamentalement du travail de Bismarck, mais en même temps de répudier la pensée de Bismarck. Si vous voulez bien me passer une expression, les âneries wilhelmiennes vont commencer. C'est-à-dire qu'il y a un vertige de puissance qui est en train d'apparaître en Allemagne. Et il arrive et lui, il propose un package idéologique tout prêt. Ouais, c'est formidable. C'est formidable. Donc à partir de là, il a fini allemand, naturellement, il a été naturalisé. C'est toujours plus pratique. Et ça lui a permis d'écrire partout que les Teutons avaient fait tout ce qui était de bien dans le monde. Et d'ailleurs, chez lui, c'est même drôle, c'est-à-dire que moi, c'est un auteur, alors paix à son âme, je ne veux pas... il a essayé d'écrire des livres, c'est toujours bien. Enfin, il me fait un peu penser au personnage d'Adolfo Ramirez dans Papy fait de la résistance. C'est-à-dire que il y a un côté comique troupier, quoi. Le passage où il explique que Saint Paul était un teuton est quand même très fort, quoi. Vous savez, les Anglais sont arrivés à faire croire de l'humour britannique. Vous savez, les Anglais arrivent à faire croire que la famille Windsor est anglaise, donc c'est possible aujourd'hui. Alors, Michel Drac, vous rentrez ensuite dans les catégories de... Alors là, on va être dans le dur, c'est le racialisme extrémiste qui va arriver, je veux dire, au nazisme. Et alors, vous prenez un autre risque, parce qu'à chaque fois qu'on passe de chapitre en chapitre dans votre livre, on fait comment il va s'en sortir. Vous prenez un risque parce que vous expliquez et vous faites... Bien sûr, vous expliquez bien que le Troisième Reich, suite à Chamberlain, suite à toutes ces délires qui a pu se passer au Troisième Reich de cette race supérieure. Vous faites une comparaison qui est quand même audacieuse. Vous expliquez que l'antiracialisme extrême et le racialisme extrême vont arriver à peu près au même résultat. Là, vous marchez sur des œufs. Je vous caricature un peu, mais vous allez vous expliquer.
Et ça, vous commencez par le faire en parlant de Rousseau. Oui. Alors d'un côté, le racialisme extrême, l'antiracialisme extrême. Alors, bon, Rousseau n'est pas du tout, lui, dans l'antiracialisme extrême, hein, mais il incube la sensibilité, en quelque sorte, qui va rendre possible ensuite la formulation de l'antiracisme. Attention, je ne suis pas en train de dire que Rousseau était un imbécile membre de SOS Racisme. Certainement pas. Non, soyons clairs. Je vous avais compris quand même. Mais le fait est que, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, il arrive avec une autre proposition idéologique pour cette future société des individus, même si lui-même, bien sûr, ne le sait pas encore. C'est-à-dire que il n'y a pas du tout chez Rousseau de théorisation de la société des individus. Il aurait d'ailleurs probablement été très surpris si on lui avait parlé du concept. C'était un peu tôt pour lui. Mais en fait, inconsciemment, par la force des choses, c'est ce qu'il est en train de préparer. Et ce cadre idéologique, si vous voulez, donc qui met l'égalité comme valeur centrale, sous-entend déjà la société des individus. C'est déjà le cas, si vous voulez. C'est-à-dire que lui ne veut pas la société des individus, mais à partir du moment où il commence à penser le concept d'égalité, en fait, il a prouvé qu'il était dedans, quoi. Au sens où il entend l'égalité. Et ce cadre idéologique ensuite évolue, et alors là, petit à petit, on va se rapprocher de ce qui va devenir l'antiracisme. Alors je m'amuse un petit peu dans le livre parce que il faut savoir être léger sur ces sujets-là, ça aide toujours. Ce sont des sujets qui sont aujourd'hui qui mettent les gens tellement mal à l'aise qu'il faut savoir en rire, je crois, c'est important. Donc je montre par exemple quelque chose d'assez amusant, qui est que vous prenez le catéchisme positiviste d'Auguste Comte, et il y a un long passage dithyrambique où il explique qu'il faut faire apparaître une nouvelle, alors je crois que c'est sociocratie, ça doit être quelque chose de cet ordre, qui doit assurer la marche en avant de l'humanité réconciliée vers le progrès, etc. Et alors si vous prenez son texte et que vous remplacez simplement humanité réconciliée par peuple allemand et nouvelle sociocratie par un nouveau Reich ou quelque chose de cet ordre, je me souviens plus exactement, je l'ai écrit il y a longtemps, mais c'est l'idée, il suffit de substituer deux mots, je crois que vous avez exactement un discours de Hitler, si ma mémoire est bonne, ou quelque chose comme ça. Enfin, je l'ai écrit il y a 5 ans, mais en fait, on voit très bien la réversibilité. Ce sont en profondeur les mêmes logiques qui sont en train de s'agiter, ce sont en profondeur les contraintes induite par l'individualisme, et derrière l'individualisme, par toute la structure économique et sociale qu'il a créée, qui fabrique, en gros, on va dire, pour dire les choses simplement, chez les Allemands, et les gens qui pensent plutôt à l'allemande, on va dire, le racisme, et chez les Français, et les gens qui pensent plutôt à la française, l'antiracisme. Alors évidemment, dans l'imaginaire contemporain, il y en a un qui est plus sympa que l'autre. Bon, c'est un point de vue. Moi, je trouve que ça se discute beaucoup si on regarde les réalités. Mais en fait, en profondeur, c'est la même chose. En profondeur, c'est la même pensée. Simplement, il y a une chose qui change. D'un côté, elle est exprimée par des gens qui sont différentialistes, et de l'autre par des gens qui sont universalistes. Mais en profondeur, c'est la même pensée. C'est les mêmes mécanismes qui vont faire passer des idées latentes de l'économique au social, du social au politique, avec, pour assurer les charnières, des producteurs d'idéologie, souvent inconscients d'ailleurs eux-mêmes de ce qu'ils font. C'est-à-dire, grosso modo, il y en a un qui aimerait en fait créer une sorte de race supérieure en éliminant les autres, et l'autre, il considère qu'il n'y en a pas, donc grosso modo, il élimine aussi les autres, parce qu'il dit qu'il n'y a pas de race et que ça n'existe pas. Donc, il met une sorte de voile sur toutes les différences qu'il y a. Et l'un des arguments, et là on va arriver un peu à l'actualité, c'est de dire ces différences de race sont tellement minimes qu'elles n'ont aucune conséquence entre les différents groupes, qu'ils soient blancs, etc., etc. C'est-à-dire que je dis, en fin de compte, on peut éliminer ce mot-là, et donc on élimine tout. En fait, il y a deux façons de mettre les gens dans des catégories.
et de les empêcher d'en sortir. C'est-à-dire, il y a deux façons de réduire l'homme à une dimension unique, résultant d'un tri selon un certain critère ou selon une certaine combinaison de critères. Soit vous prenez un casier avec plein de petites cases et vous mettez tout le monde dans sa petite case. Toi, tu bouges pas. Soit vous prenez une grande table toute plate et vous mettez tout le monde sur la même table. Bon, tu peux bouger, mais ça n'a pas d'importance parce que de toute façon, tout est pareil partout. Ouais, il n'y a aucune hiérarchie. Voilà. En réalité, dans les deux cas, ce qu'on obtient, et d'ailleurs c'est ce qu'on recherche inconsciemment, c'est la réduction de la réalité charnelle que tout simplement la société des individus ne parvient pas à gérer, à un appareillage statistique, mathématique, qui prépare en fait le déploiement d'une cybernétique sociale. Dans les deux cas, en fait, on veut la même chose, souvent inconsciemment. Parce qu'en fait, on pourrait aller à l'absurde. Pourquoi les Français existeraient, les Allemands, les Espagnols, les Basques, etc. Il n'y a pas de preuve scientifique que ces gens-là existent, à part sur un côté culturel. C'est pareil. On pourrait, la prochaine étape, c'est de dire tous ces gens sont pareils. On n'a pas besoin de les remettre dans une catégorie culturelle. La prochaine étape, c'est la planète que toujours Marshall McLuhan, pour en revenir à lui, a appelé le village global, avec l'inénarrable Guy Sormand, que j'aime bien parce qu'il est drôle. C'est un peu comme... c'est vrai. Voilà. Et que l'inénarrable Guy Sormand a baptisé, je crois, Macworld. Donc, c'est-à-dire, c'était l'alliance dans son esprit de Macintosh, McDonald's, et il y avait un troisième Mac, je sais plus lequel c'était, bon, peu importe. Et c'est c'est McKinsey, d'accord. Merci Philippe Christel. Oui, donc je salue les auditeurs. Vous saluez les auditeurs de Radio Courtoisie. Nous sommes toujours dans la vieille Europe. Allez-y, Michel Drac. Son Macworld, qu'est-ce que c'est ? C'est un monde où, bon, les gens sont d'une certaine façon tous différents superficiellement. Ils ont le droit de garder des couleurs de peau différentes, c'est parce que ça n'a pas d'importance, la couleur de peau. Ils ont le droit de garder des traditions culinaires différentes, parce que ça n'a pas d'importance, les traditions culinaires. À condition toutefois, évidemment, qu'ils aillent régulièrement chez McDonald's. Oui. Bon, mais McDonald's leur fera des ersatz de traditions culinaires. Ce qu'elle fait déjà en France. Oui, fait déjà. En fait, ils ont le droit d'être différents sur tout ce qui n'a pas d'importance. Mais sur ce qui est important, là, tout le monde est pareil. Et qu'est-ce qui est important ? Bon, Guy Sormand, c'est pas un smicard. Il a de l'argent. Bon. Ce qui est important, c'est que l'argent de Guy Sormand, tout le monde l'accepte. Et c'est tout. Et alors, après, bien entendu, vous pouvez construire un immense appareillage de justification. Bon, à la limite, c'est même pas la peine. Enfin, d'ailleurs, il y a un exercice amusant à faire. C'est à la fin des années 90, Guy Sormand a écrit un livre qui s'appelait, si ma mémoire est bonne, Le Monde est ma tribu. Ce qui est extraordinaire, c'est de le relire aujourd'hui. À fou rire garanti à chaque page. Mais c'est pas grave. Le projet continue à se déployer. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous expliquez que vous parlez du ressenti, expliquant qu'il pourrait être plus important que l'aspect génétique, c'est-à-dire que les gens ont l'impression de faire partie d'une race et que ce ressenti, on veut pas le prendre en compte. On dit c'est une erreur, ces gens-là se trompent. Mais vous expliquez que dans le monde animal, le ressenti des animaux, il existe. Vous expliquez, il y a un exemple très très marrant, qu'il y a des combats de cerfs entre mâles pour les femelles, mais parfois il n'y a pas de femelles, mais ils combattent quand même. Et cette absurdité de vouloir faire disparaître un mot, les sociétés dans le monde n'ont pas forcément l'individu. Les sociétés n'ont pas envie de le faire disparaître parce qu'ils ont un ressenti bien important. Alors, en fait, voilà, qu'est-ce qui se passe en ce moment et qu'est-ce qui explique l'espèce d'obsession antiraciste dans laquelle on est basculé. L'idéologie dominante de l'ancienne étape, de l'étape précédente dans la construction du capitalisme global, était raciste. C'était l'utilisation des races
Alors, la race blanche, la race aryenne, speak white, dites ça comme vous voudrez. Ça dépend, tout ça est très modulable, hein, c'est toujours à géométrie variable. Ouais. Bon. Mais fondamentalement, c'est un monde dominé par la pensée des différentialistes, c'est-à-dire des gens qui vont utiliser le différentialisme pour créer des espaces à l'intérieur desquels on peut déployer le projet, comme je vous disais, de cybernétique sociale en réalité, parce qu'il a été indifférencié à l'intérieur de cet espace. Ça, c'est ce qui était prédominant à l'époque où le capitalisme n'avait pas encore atteint le stade global. Maintenant, il a atteint ce stade global. Donc cette cybernétique sociale se déploie à l'échelle globale. Donc elle ne veut plus de l'ancienne pensée, on va dire raciste. Pensée raciste elle-même qui, je le précise, dans mon esprit, n'est pas du tout conforme, comme j'expliquais au début, avec une perception saine de la question raciale. En fait, c'est une pathologie pire, à mon avis pire, qui est en train d'en remplacer une autre. Mais je voudrais surtout pas qu'on pense que j'ai écrit la question raciale pour défendre la pathologie précédente. Dans mon esprit, en tout cas, j'ai essayé de le faire comprendre dans mon livre. Oui, alors on n'a peut-être pas été assez clair, il y a eu quelques messages. Bon. Il y a des gens qui ont l'impression qu'on a été à faire l'apologie. Non, on n'a pas fait l'apologie de Chamberlain, on n'a pas fait l'apologie de ces gens-là. Ces thèses, et vous l'expliquez très bien dans votre livre, sont des thèses farfelues, fantaisistes, mais on s'est servi d'eux pour amener à autre chose. C'est ça qui est intéressant à ce niveau-là. Mais ces thèses sont complètement absurdes. Et, ce que vous venez de me dire est tout à fait représentatif du problème qui a parlé de la question raciale. Je viens de dire que Chamberlain me fait penser au personnage d'Adolfo Ramirez dans Papy fait de la résistance, et on reçoit un message disant que j'en fais l'apologie. Oui, mais alors, est-ce que tout le monde ne connaît pas Adolfo Ramirez, qui est un personnage Bon, dans Papy fait de la résistance, je dis à ces personnes, regardez, vous allez voir que Gérard Jugnot, qui se présente comme le nouvel arien, c'est ça dans l'histoire à la Gestapo, c'est voilà ce que voulait dire Michel Drac. Le fait de nier les races, est-ce qu'on retrouve ça chez les peuples asiatiques et chez les peuples africains en ce moment comme dans les peuples occidentaux Ou alors est-ce que c'est vraiment typiquement français en ce moment? Parce que j'ai l'impression que comme le mot race ne veut pas dire la même chose dans les autres pays, j'ai l'impression que là on est dans un problème franco-français. Alors en fait on est dans un problème actuellement occidental. En gros, comme je vous disais, l'avancement des idéologies de cautionnement à travers la question raciale dépend du niveau d'avancement dans la construction de la société des individus, et lui-même dépend de l'avancement du capitalisme, on va dire tout simplement du projet capitaliste au sens large. Alors évidemment, c'est sûr que si vous prenez des sociétés qui ont un niveau de développement industriel très bas en Afrique, forcément le capitalisme là-bas existe aussi, il peut tout à fait se déployer. Il peut d'ailleurs prendre des formes extrêmement brutales, parce que comme il vient heurter des structures anthropologiques préexistantes par la force des choses, il a besoin pour s'imposer d'être très brutal. Mais il n'est pas au même stade de développement. À mon avis, si les choses peuvent continuer durablement, c'est-à-dire en clair si l'histoire telle qu'elle s'écrit depuis le XIIIe siècle à peu près doit continuer encore quelques siècles, ce qui n'est pas certain du tout. Si vous revenez en Afrique dans 100 ans, bon, ils auront des ligues antiracistes et le travail d'aplanissement aura pris cette tournure-là. Aujourd'hui, là-bas, c'est pas du tout d'actualité. Ça se passe à l'intérieur des sociétés modernes, avancées, occidentales. Hors d'Occident, il y a des réactions beaucoup plus fortes. En Russie, par exemple. En ce qui concerne les sociétés est-asiatiques, alors là, on est un peu dans un autre monde. Manifestement, ils sont encore au stade du nationalisme. Je gage que ce qui déterminera leur évolution à court terme, ce sera les choix stratégiques des capitalismes rivaux chinois et japonais. S'ils s'entendent et s'ils se marient,
Vous aurez le Parti communiste chinois fera comprendre à la population que la ligne du parti maintenant, c'est que en fait un chinois et un japonais c'est pas pareil, il faut pas exagérer, mais enfin si c'est pas ça, si ça va, c'est pas si éloigné que ça. Et il y aura du boulot là. Non mais les Chinois comprendront très bien. Le Parti communiste chinois sait se faire comprendre. Pas de problème, je peux vous dire. Si jamais ils restent rivaux ou si leur rivalité doit même s'aiguiser, bon, ben on s'apercevra qu'il y a une idéologie raciale qui peut émerger effectivement en Chine. Ça va être un peu compliqué pour eux vu la diversité interne, mais je crois qu'on sait pratiquement tout faire en la matière. Merci Michel Drac. Je rappelle le titre de votre livre, La question raciale, aux éditions Le Retour aux sources, éditeur. C'est 15 € et je vous assure que quand vous sortez de là, contrairement à ce que peut-être des auditeurs ont cru, on ne devient pas raciste, on ne devient pas antiraciste. En tout cas, on a eu une réflexion là-dessus et c'est peut-être l'une des plus brillantes que j'ai lues depuis un moment.